Bonsoir et bienvenue sur Moselle TV, très heureux de vous retrouver. Nous sommes le mardi 7 juin, voici les titres du jour. Dans l'actualité, quel l'engagement des jeunes dans la politique? De plus en plus de conseils municipaux juniors sont créés dans l'arrondissement notamment de Sarreguemines. Ce sont les enfants des villes et villages qui y siègent et qui partagent leurs idées. Reportage dans un instant. Il revient à la mode depuis quelques années, le camping-car séduit, c'est un fait. Le nombre d'immatriculations ne cesse de grimper, plus de 20% en un an au niveau national. Nous avons tenté de comprendre pourquoi. Enfin, nous terminerons Moselle Info en tenue de sport à la Villa Beau Soleil à Metz. La résidence pour seniors a accueilli la célèbre Véronique de Villèle, l'animatrice de l'émission Gym Tonic. Reportage dans quelques minutes. La météo, le temps sera encore couvert demain avec de nombreux nuages et des épisodes pluvieux. Côté Mercure, comptez 16 degrés au meilleur de la journée. Plus d'informations avec Croniane à la fin de Moselle Info. Et puis l'invité du jour est Christophe Jacquemin, secrétaire de l'Union des syndicats CGT des travailleurs de la métallurgie de Moselle. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons ensemble sur les tensions au sein de l'entreprise Forestia, sous-traitant de Smart. Mais avant, développons les titres du jour. Pendant que la campagne des élections législatives bat son plein, nos confrères de Mosaïque Cristal se sont intéressés à l'engagement politique des plus jeunes. De plus en plus de conseils municipaux juniors sont créés dans l'arrondissement, notamment de Sarreguemines. Ce sont les enfants des villes et villages qui siègent et qui partagent leurs idées. Reportage. Loïc Godvalès a 18 ans et a déjà un pied dans la mairie de Sarreguemines. Tout a commencé pour lui en 2015. Alors qu'il faisait son entrée en 6e, il s'est présenté aux élections du conseil municipal des jeunes. C'est dans cette salle qu'il a effectué ses premiers pas dans la politique et participé à ses premiers projets pour la ville. J'ai pu interagir avec les personnes âgées également, ce qui fut une expérience quand même très intéressante, parce que c'est pas forcément quelque chose que l'on a l'habitude de faire lorsque l'on est jeune. Et j'ai pu apprécier discuter avec ces personnes. On avait donc également monté un spectacle avec eux, en partenariat avec l'UNICEF à l'époque, où on a pu comparer nos vies quotidiennes lorsqu'ils avaient notre âge, comment ça se passait à l'école, pour les loisirs. Et également les projets environnementaux que j'ai pu trouver très intéressants, même si on a simplement pu quelquefois nettoyer les berges de la Sarre ou le Bourrolles, mais simplement mettre en place des projets qui rendent la vie citoyenne plus agréable pour tout le monde. Pour les panneaux interdiction de fumer. Voilà, c'est ça. Plusieurs communes de l'agglomération ont décidé de mettre en place des conseils municipaux juniors. L'un des derniers créés se trouve à Rohrbach-les-Bitches. Les élus sont plus jeunes, il s'agit d'élèves du groupe scolaire de la commune. Seulement quelques semaines après leur élection, ils ont mis en place leur première mesure, la création d'espaces sans tabac aux abords de leur école. Moi je me sens fière et pas que moi, aussi avec tous les autres. Certains adolescents ont décidé de s'impliquer à plus grande échelle en intégrant le conseil départemental junior de la Moselle. Comme pour les adultes, on retrouve 2 représentants pour chaque canton. Ce conseil départemental junior, Loïc l'a intégré en tant que jeune élu du canton de Sarreguemines en 2018. Ces conseils, que ce soit municipal ou départemental, donnent une opportunité aux jeunes de s'exprimer et de faire entendre leurs idées et ce qu'ils aimeraient voir être mis en place. À la suite de cette expérience, Loïc Godvalès n'a pas souhaité s'arrêter là. Alors, avec ses anciens camarades du conseil municipal des jeunes de Sarreguemines, ils ont créé une nouvelle association dans la commune, les Jeunes Citoyens Solidaires. Ils sont une dizaine à l'avoir intégrée. Cela leur permet de poursuivre leur engagement. Et il y avait un projet notamment bien spécifique que l'on n'avait pas pu réaliser parce que l'on était trop jeune et également pour faute de financement. Mais c'était donc un voyage, je ne vais pas dire humanitaire parce que ça reste en France, mais solidaire, donc sur l'archipel de Mayotte dans l'océan Indien. Et c'est quelque chose que l'on souhaite toujours concrétiser et qui n'avait pas pu être fait à l'époque. Et également pouvoir être au plus près des jeunes, ce qui est parfois, malgré le fait que l'on représente la jeunesse sarregueminoise, pas forcément facile d'être directement à leur contact en dehors du milieu scolaire. Et on souhaite simplement répondre aux besoins de la jeunesse, ce dont les élus, j'ai envie de dire, adultes, ne comprennent pas forcément toujours assez bien. Et on ne peut pas franchement leur reprocher. Il y a forcément un clivage entre la jeunesse et le vrai monde politique, si je puis m'exprimer ainsi. Un conseil régional des jeunes existe également. Il est composé de 72 membres de l'ensemble du territoire. Des opportunités pour qu'ils puissent faire leurs premiers pas dans le monde politique aux côtés de leurs aînés.
À quelques semaines du top départ des vacances d'été, plus d'un Français sur deux prévoit de voyager. Question logement si certains optent pour des hôtels ou des résidences de vacances, d'autres font le choix du camping-car. Ce véhicule loisir connaît un véritable regain d'intérêt ces dernières années. En 2021, près de 31 000 immatriculations ont été recensées, soit une progression de 23% par rapport à 2020. Colline Expert, après la route, reportage. Séduit par ses premières vacances nomades durant la crise sanitaire, Daniel a depuis franchi le cap et acheté son propre camping-car. Et l'évasion, c'est la liberté. J'ai envie de faire du sauvage, je peux faire du sauvage. J'ai un panneau solaire, j'ai une autonomie de 100 litres, donc je peux prendre mes douches, j'ai du gaz, je peux me faire à manger. Ce qui m'a plu, c'est d'être à la mer. J'ai ouvert mon auvent, j'ai sorti mes deux fauteuils, et puis j'étais face à la mer à 20 mètres. Et ça, il n'y a pas de prix. Si le confort et l'évasion qu'offre le camping-car a su conquérir le cœur de Daniel, d'autres adeptes comme Corinne y voient surtout le moyen d'être dépaysés plus souvent. Un hôtel, on y va peut-être une fois dans l'année, 8 jours dans l'année quand on peut se le permettre. Et jusque-là, il y a quelque chose dans le coin ou n'importe quoi, on saute dedans, on s'en va. Et ce sont plus de 500 000 camping-cars qui circulent en France. Le marché est en plein boom, avec 100 000 véhicules vendus l'année dernière, ainsi qu'un rajeunissement de la clientèle. Car en plus des habituels retraités, couples et familles se lancent aussi dans l'aventure, mais le secteur peine à satisfaire toutes les demandes. On a connu une belle augmentation de nos ventes, c'est un fait. Maintenant, on est aussi pénalisé par l'effet Covid aussi. Nos constructeurs ont du mal à s'approvisionner en châssis. Donc même si l'affluence de clients est là, certaines ventes malheureusement ne peuvent pas se faire à cause de ça. Des véhicules que ce concessionnaire vend en moyenne 65 000 €, auxquels s'ajoutent annuellement environ 650 € d'entretien et d'assurance. Mais ces frais ne découragent pas les vacanciers, toujours plus nombreux, comme au camping municipal de Metz. À l'heure actuelle, on a 65 places qui sont prises en grosse partie par les camping-cars. Nous avons prévu d'autres aménagements. Nous sommes en train de terminer l'aire de camping-car pour les gens qui ne désirent pas vraiment entrer dans le camping, qui veulent rester une seule nuit. On essaie tous les ans de s'améliorer, de faire de nouveaux travaux pour attirer de plus en plus les gens. Et pour ceux qui souhaitent s'essayer à l'aventure, de nombreux concessionnaires et particuliers proposent de la location, une option vers laquelle se tournera peut-être le fils de Daniel. Il voulait me le prendre, mais je lui dis non, t'es encore un peu trop jeune. Et on passe désormais à notre rubrique économie. C'est l'heure de la rubrique éco avec le journal économique Eurométropole de Metz et Moselle sans limite. Depuis leur création en 2016, les ateliers de Bassam, cette société spécialisée dans la maintenance de matériel roulant ferroviaire, se fait une place dans le paysage mosellan, voire européen. Le travail arrive des quatre coins du département. Pour dire, même la crise sanitaire n'a pas su freiner son activité. Reportage Florian Tonizzo. Cette machine 100% mosellane, fabriquée à Saint-Julien-les-Metz, a été conçue spécialement pour les ateliers de Bassam. Cette machine elle a trois fonctions principales. Le contrôle des ressorts à lame sur cette presse-là, sur cette table. Ensuite, le deuxième type de ressort, c'est les ressorts liquido que nous voyons en bas. Et dernière fonction, c'est le contrôle des tampons olibutoires, qui sont les parties qui se touchent lorsque deux wagons s'entrechoquent. Cette société occupe depuis janvier 2019 cet ancien hall d'ArcelorMittal, un lieu de 22 000 m² à l'abandon depuis 5 ans. Ici, les wagons arrivent par centaines pour être révisés. On a la partie centrale ici, qui est la partie de connexion entre le châssis et le bougie. Et sur la partie là, vous avez un ensemble de choses à contrôler. Les chapeaux, le noir, vous avez les ressorts, vous avez les têtes de levage, vous avez la timonerie de frein à l'intérieur. Donc il y a un ensemble de choses qu'il faut absolument changer. Vous voyez cette pièce ici, et bien cette pièce va être obligatoirement changée. Elle est déformée, elle risque carrément de s'enlever, donc cette pièce-là va être changée entièrement. Une fois les pièces défectueuses remplacées, les wagons sont repeints, floqués et prêts à reprendre la route. On a fait une révision de 6 ans dans atelier de Bassam, ABH, en date du 9 mai 2022. Donc ce wagon-là est apte à circuler pendant 6 ans. Et juste avant cette échéance-là, dans 6 ans, c'est-à-dire en 2028, il doit absolument rentrer dans un atelier pour être encore une fois revu et révisé.
Le chiffre d'affaires est passé de 7,9 millions d'euros en 2019 à 5,6 en 2021. Mais l'entreprise reste bénéficiaire et peut ainsi investir, notamment dans ses équipes, pour continuer de gagner en productivité. Les effectifs ont pratiquement doublé depuis la création des ateliers de Bassam et une cinquantaine de personnes fait aujourd'hui partie de la société. En sport, grosse performance ce week-end de Quentin Bigot, auteur de son record personnel à Forbach la semaine dernière avec 80,14 mètres. Le vice-champion du monde 2019 a cette fois propulsé son engin à 80,55 mètres pour prendre la deuxième place du meeting de Chorzów en Pologne. C'est la deuxième fois de sa carrière qui franchit la barre des 80 mètres. Des résultats de bon augure avant le championnat du monde cet été et les Jeux Olympiques, bien sûr, à Paris en 2024. En football, les suiveurs du FC Metz attendent impatiemment de connaître l'avenir de Frédéric Antonetti. Eh bien, selon l'équipe, l'entraîneur va quitter Metz. Sous contrat encore 2 ans avec le club, il aurait trouvé un accord financier avec le président Bernard Serin. Pour le remplacer, plusieurs noms ressortent comme Emilio Ferreira, entraîneur de la Gantoise, Patrice Garande et Jean-Louis Garcia. A noter qu'un directeur sportif étranger devrait également être désigné dans les jours qui viennent. Le Belge Michel Prudhomme tiendrait la corde. Elle est messine et disputera en juillet prochain l'Euro de football féminin avec l'équipe de France. La gardienne du FC Metz, Justine Leron, a été retenue par Corinne Diacre, la sélectionneuse. Ce n'est pas sa première convocation chez les A. Justine Leron avait déjà été appelée en 2019. Elle a répondu à nos questions. Regardez. J'ai eu non, je l'ai dit dans plusieurs interviews, un trop plein d'émotions. J'étais vraiment surprise déjà du choix de la coach. Après, j'étais très contente, très fière aussi du travail qui est récompensé. Puis après, forcément, j'ai un peu de stress. J'ai pas fait de stage avec cette sélection encore. Je suis jeune, je connais pas beaucoup de monde, mais bon, après, je pense que ça va être un petit moment d'adaptation et après, ça va aller tout seul. Moi, je pense que déjà, je peux apporter un peu de bonne humeur parce que je suis quelqu'un qui est quand même assez solaire. Donc j'aime bien rigoler aux entraînements, j'aime bien que ça se passe bien. Donc je pense que je peux apporter ce petit plus-là. Après, forcément, j'ai plus à apprendre d'elles qu'elles ont à apprendre de moi parce qu'elles ont plus d'expérience que moi. Elles sont déjà un peu plus âgées que moi. Donc voilà, je pense que j'ai beaucoup à apprendre et que voilà, ça va être très enrichissant pour moi. Oui, c'est sûr, c'est une grande progression. Comme je le dis depuis tout à l'heure, ça récompense beaucoup d'efforts. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir participer et je pense que ça va me permettre de passer un palier dans ma carrière. Pendant 10 jours, Moselle TV va suivre le triathlète Philippe Bonneau dans son incroyable défi, traverser la France à la marche de Sémécourt à Asile dans l'Aude. Il est parti aujourd'hui, vous le voyez, avec le soutien d'une centaine de personnes. En moyenne, il doit parcourir 72,5 km par jour pour y arriver. Nous ferons un point tous les soirs dans Moselle Info pour vous tenir au courant de son avancée. Et on l'écoute, c'était ce mardi matin avant son départ. C'est impressionnant, je ne sais pas quoi dire. Voilà, en tous les cas, merci à tout le monde. Un gros bisou à mon épouse, à mes enfants qui m'ont supporté pendant vraiment... qui me supportent depuis il y a plein d'années, mais qui m'ont supporté encore plus là, depuis ces 6 derniers mois parce que ça a été un travail hyper conséquent. Et je peux être franchement pénible dans les moments-là. En tous les cas, elle va être tranquille. Je parle de mon épouse pendant 12 jours. Et puis voilà, merci à tous. Et nous parlons toujours de sport. La Villa Beau Soleil à Metz, établissement pour seniors, a proposé à ses résidents un cours de gym orchestré par la célèbre Véronique de Villèle, l'animatrice de l'émission Gym Tonic présentée par Véronique et Davina. Sueur et bonne humeur garantie. Reportage Lucie Philippot. Bonjour. Bonjour. Vous savez qu'aujourd'hui c'est un grand jour. C'est votre nouvelle émission Gym Tonic. Quelques années ont passé, mais Véronique de Villèle est toujours là et son élasticité aussi. L'ancienne animatrice de télévision a donné un cours de gym à cette cinquantaine de résidents. Au programme étirement, mouvement des bras, des jambes ou encore travail de l'équilibre pour obtenir les bienfaits du yoga tonique.
Les bienfaits de ces exercices, c'est de se sentir 2 fois mieux. Regardez la tête que j'ai, moi j'ai travaillé, je suis en eau, je me sens vachement bien, mieux qu'avant le cours. Le travail du dos, je suis très exigeante sur le problème du travail du dos. Donc il faut que le dos soit toujours bien placé, le relâcher quand on vous dit de le relâcher. Le plus important, c'est surtout que tout soit fait dans une grande bonne humeur et professionnalisme. J'ai horreur de tout ce qui est amateur. Si je sens que c'est un peu le merdier dans le cours, hop, il faut ressaisir, que tout le monde... Il n'y a que ça. La tenue d'un cours, elle est due à l'entraînement que vous allez avoir et que vous allez faire. Donc voilà, donc je suis sûr de mon coup. Séance terminée, les résidents sont épuisés mais ravis de cette masterclass dynamique. Excellent, formidable, me donne envie de faire de la gymnastique et de continuer. On a fait travailler tout notre corps, depuis la tête jusqu'aux pieds, les chevilles, les genoux, les hanches, la taille. Elle nous a aminci notre taille. J'étais très content de la gym. Et puis voilà quoi. Moi également, alors que je ne suis pas à la Villa Beau Soleil, je suis une voisine, mais très contente et Véronique est quand même formidable. Oui, Véronique est très formidable. Elle est vraiment bien. Dans les Villas Beau Soleil, le sport est une de leurs priorités. Yoga, sophrologie et aquagym sont les activités quotidiennes proposées par la résidence. Et Véronique de Villèle est justement la marraine sport du groupe Beau Soleil. Elle fait toute la tournée des villas et à chaque fois, elle nous amène son expertise, son savoir-faire, particulièrement en gym yoga et en pétanque. Et puis, on passe des moments exceptionnels. La preuve, elle nous donne des recettes de cuisine encore en plus. Après l'effort, le réconfort, les sportifs ont pu se remettre en condition et ont pu profiter d'un cocktail revitalisant. Le meilleur moment de la journée. Cette séance, c'est certain, leur garantira des courbatures le lendemain. Allez, on passe à notre rubrique invité. Et ce soir, je vous le disais, Christophe Jacquemin, secrétaire de l'Union des syndicats CGT des travailleurs de la métallurgie de Moselle, est à mes côtés. Alors depuis mi-mai, à Ambar, les chaînes de production de la Smart sont à l'arrêt en raison d'un mouvement de grève chez 2 sous-traitants installés sur place, HAE qui produit les pièces d'habillage extérieur et SAS Automotive qui fabrique les tableaux de bord. Alors Christophe Jacquemin, pouvez-vous avant toute chose nous rappeler quelles sont les raisons de cette grève ? Les raisons de cette grève, c'est que les salariés sont inquiets pour leur avenir. Et donc, ils se mobilisent effectivement pour que le donneur d'ordre, leur patron, Faurecia, le groupe Faurecia... Parce qu'en 2024, ces usines vont fermer. Voilà, ces usines sous-traitantes vont fermer. En 2024, la Smart, c'est terminé. Donc, ça pose aussi un problème de perspective industrielle sur le territoire. Et donc, ces salariés se mobilisent. Je veux leur adresser un salut fraternel et solidaire, parce que se mobiliser un jour, 2 jours, mais ça fait des semaines qu'ils tiennent, effectivement, pour un aménagement de leur après Faurecia. Voilà. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les emplois, beaucoup disent oui, mais les emplois seront préservés, ils se réimplanteront sur la base existante. Le problème, c'est à quel niveau ? À quel niveau de rémunération ? À quel niveau de qualification ? Tout ça, ça reste flou. Ça n'a pas été négocié Rien n'est bordé. Ça a été négocié à l'époque pour Magna Uniport, donc une autre entreprise sous-traitante. Mais en l'occurrence, pour cette société-là, rien n'est bordé. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se battent. Et d'ailleurs, cet après-midi, ils rencontraient un représentant de Faurecia à Paris pour effectivement essayer de négocier un accord de fin de vie de leur entreprise. Alors justement, ces négociations, où en est-on ? Vous avez déjà rencontré plusieurs fois la direction ? Moi, je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais les camarades là-bas les ont rencontrés plusieurs fois. Et cet après-midi, il y avait donc un représentant national de Paris qui est descendu. Et donc, il y a une prochaine réunion de prévue jeudi. Donc, il est reparti certainement voir sa hiérarchie pour voir ce qu'il peut amener aux salariés. Et donc, jusqu'à jeudi, les salariés sont toujours mobilisés et je les en félicite. Et donc, vous désirez des certitudes pour prendre la Exactement, production ? des certitudes sur les emplois, donc sur le nombre d'emplois repris chez Ineos, puisqu'effectivement le groupe Daimler s'est désengagé de la Smart. Et donc Ineos, mi-2024, avril 2024, la Smart s'est terminée. Donc on sera sur une production du Grenadier, d'un 4x4. Et donc il faut absolument que ces salariés aient des certitudes sur quels emplois, quelles qualifications, quel niveau de rémunération. Donc Faurecia, qui n'est pas un petit sous-traitant de l'automobile quand même, c'est une grande multinationale. Doit s'engager pour assurer l'avenir de ses salariés, tout simplement. Combien de salariés sont concernés ? Il y en a 130 à peu près aujourd'hui chez Faurecia. Oui, ça a beaucoup fondu,
Mais il faut absolument que... Et le groupe a les moyens. Je veux dire, Forestia a dégagé des bénéfices. Ces grands groupes industriels dégagent des bénéfices. Et donc, nous, on dit qu'effectivement, la sous-traitance ne doit pas être maltraitée et ne doit pas maltraiter ses salariés. Donc, ce groupe doit donner des perspectives à ses salariés. Et c'est pour les 130 salariés, ces perspectives, Exactement, les certitudes. exactement. Oui, oui. Et donc à l'heure actuelle, combien de salariés cette fois sont mobilisés? Est-ce que la totalité sont mobilisés? Une grande partie des salariés sont mobilisés, effectivement. Alors imaginez-vous que quand même, ça fait près d'un mois qu'effectivement les salariés sont mobilisés. Depuis mi-mai environ. Depuis mi-mai. Depuis Donc 19 mai, l'arrêt total. Exactement. Donc ça va faire un mois dans une semaine. Donc c'est très compliqué effectivement de tenir, de donner des perspectives, de donner une vision à voir sur ce qu'il va devenir. Surtout que Forestia laisse couler les choses. Et nous avons peu de relais effectivement sur le territoire pour dire qu'effectivement, ces salariés ne doivent pas être laissés pour compte d'un projet industriel qui était né en 98 et qui a bien fait flop avec le désengagement de Daimler. Et ce qui est regrettable, je voudrais le souligner, c'est qu'aujourd'hui, Smart et Ineos utilisent l'activité partielle, donc des fonds publics, pour mettre ces salariés en chômage partiel, utiliser donc de l'argent public, alors qu'effectivement, ça casse le mouvement de la sous-traitance, et en l'occurrence des sous-traitants, parce que leur mouvement, depuis plusieurs semaines, a fait en sorte que les chaînes chez Smart s'arrêtent. Donc c'est dommageable d'utiliser l'argent public pour casser la grève et des revendications des salariés. Oui, justement, il y a des répercussions avec l'arrêt de cette production sur la productivité. Bien sûr, effectivement, il y a des répercussions. Mais en soi, on sait que la Smart va arrêter dans 1 an et demi. Donc le plus grand problème, ce n'est pas tellement l'arrêt de la production, c'est de savoir comment les salariés vont être traités, si vous voulez. Bien sûr qu'effectivement, quand on fait grève, on altère la production. C'est d'ailleurs l'ultime recours des salariés pour arriver à faire entendre raison aux donneurs d'ordre. On ne fait jamais grève par plaisir. Rapidement, comment vous envisagez les semaines qui viennent si vous n'arrivez pas à trouver d'accord avec la direction? Écoutez, on va faire gonfler la mobilisation et la sensibilisation. Moi, je vous remercie de cette invitation aujourd'hui. Vous me donnez l'occasion de parler de ces salariés en grève depuis plusieurs semaines. Donc, effectivement, le mouvement ne fait que commencer, même s'il est très long pour ces salariés. Effectivement, imaginez plusieurs semaines de perte de salaire. Mais jeudi, les décisions se feront au fil de l'eau en fonction de ce que la décision apporte sur la table. Donc, la direction ne devra pas arriver les mains vides jeudi. Alors, plus globalement, Christophe Jacquemin, le secteur de la métallurgie connaît de profondes mutations depuis des années maintenant. C'est un point fort historique de la Moselle-Est. Comment accompagner finalement cette transformation dans le futur? C'est effectivement, comme vous le dites, la Moselle est structurée par la métallurgie. Il y a encore à peu près 25 000 métallurgistes sur la Moselle. Donc c'est encore des gros bastions automobiles et des gros bastions sidérurgiques, malgré toutes les pertes qu'il y a pu y avoir ces dernières décennies. Donc il convient effectivement de mobiliser les salariés sur des garanties collectives, par exemple, qui sont attaquées par effectivement les donneurs d'ordre et le patronat, puisque d'une convention collective territoriale dans tous les départements en France, nous allons passer à une convention collective nationale. C'est bien regrettable parce que c'est du moins-disant social. Alors effectivement, il y a encore des négociations jusqu'à fin juin dans les territoires, mais en l'occurrence, il y a l'aspect social. Et donc l'aspect social, si le patronat veut attirer, parce qu'il y a un grand déficit d'attractivité dans la branche métallurgie, mais plus globalement dans les emplois en France. Il y a beaucoup de branches vous parlez de l'aspect social, mais la formation, c'est aussi au cœur du problème. Exactement. L'attractivité regroupe plusieurs pans. Donc il y a l'attractivité sociale à travers la rémunération, mais il y a aussi les qualifications. Il faut savoir que dans la future convention collective, les qualifications professionnelles ne seront plus reconnues. Donc c'est grave, c'est excessivement grave. Donc le patronat nous parle d'attractivité, mais en même temps détruit les conquis sociaux depuis des décennies. Donc pour nous, ce n'est pas acceptable la CGT. On ne s'est pas inscrit dans cette convention collective nationale. On le dénonce. Malheureusement, les autres organisations syndicales ont validé ce nouveau dispositif, cette nouvelle convention collective. Donc nous ferons en sorte d'améliorer ces dispositions. Merci infiniment Christophe Jacquemin d'avoir été avec nous ce soir. Nous suivrons de près ce bras de fer entre les salariés et la direction. Merci à vous.
Nous terminons cette séquence d'informations comme chaque soir avec l'image du jour. Hervé Baudouin, déjà président de l'Union des industries et métiers de la métallurgie Lorraine depuis 2018, a été nommé président de l'UIMM au niveau régional. Celui qui est aussi le chef de file du réseau France Industrie Grand Est depuis 2019 et membre du bureau et du conseil de l'UIMM, national, est élu au Grand Est pour un mandat de 2 ans. L'Union régionale représente désormais près de 4300 entreprises et 138 000 salariés. Et c'est sur cette image que se termine Moselle Info. Tout de suite, retrouvez la météo avec René Anne, suivi de Moselle Sport et de Naturellement Moselle. Je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV. À demain, même heure, même endroit.